Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, juste avant de vous présenter le montage du live, on a commencé à enregistrer un petit peu trop tard, donc je voulais juste vous présenter les informations sur l'anorexie et l'hyperphagie et la boulimie, en fait, qui n'ont pas bien enregistré. Je vais parler de ça ici, puis après, vous allez avoir la suite du live. L'anorexie, c'est un trouble alimentaire qui est caractérisé par la privation de nourriture principalement. Donc, les personnes qui ont des troubles d'anorexie vont souvent se priver. Il peut avoir ou non des vomissements ou des prises de laxatifs ou des choses comme ça. Mais la base de l'anorexie, c'est vraiment la privation alimentaire. Donc, dans la boulimie, en fait, on va avoir une ingestion de nourriture assez grande. Il peut y avoir ou non avec la boulimie des purges, c'est-à-dire des vomissements. Il y aura toujours une prise alimentaire grande en peu de temps. L'hyperphagie, il n'y aura pas de purge. Donc, l'hyperphagie, c'est vraiment une ingestion de nourriture en grande quantité en très peu de temps, donc plus que ce que le corps est normalement apte à absorber. Il n'y aura pas de purge. Donc, dans tous les troubles en tant que tels, les troubles alimentaires, il peut vraiment y avoir des combinaisons variées. Une personne peut souffrir de différents troubles alimentaires en même temps ou alterner différents troubles durant sa vie. C'est assez varié, donc c'est des termes pour donner approximativement une idée, mais ce n'est pas un indicatif des situations nécessairement. Toutes les situations sont différentes. L'orthorexie, c'est vraiment au niveau du contrôle de la qualité des aliments. Puis quand on dit qualité des aliments, ça peut vouloir dire différentes choses pour différentes personnes. Donc ça peut être la provenance des aliments, la qualité, si c'est naturel ou pas naturel. Ça peut aussi être par rapport aux calories. Ensuite, la bigorexie, c'est vraiment lié aux activités physiques. Donc un besoin de faire énormément de sport, mais dans un but vraiment plus compulsif, de contrôler par rapport à ce qu'on mange, son corps, son poids et tout. Maladie de Pica qui est retrouvée beaucoup chez des enfants aussi, mais qui est très mal connue d'une manière générale. Et c'est l'ingestion de choses qui ne sont pas alimentaires. On rentre vraiment dans, comme je vous dis, des choses où il y a des noms, c'est pour des catégories, parce qu'après ça peut être très varié. Les troubles de rumination, régurgitation, comme ça le dit, c'est vraiment d'ingérer puis de recracher la nourriture. Les phobies alimentaires, ça peut être des personnes qui ont de la difficulté, des troubles pour avaler. Ça peut aussi être lié à différentes choses. Puis ça peut aussi être parfois certaines phobies, certains aliments. Comme, oui, mais sinon comme l'hémétophobie. L'hémétophobie, c'est la peur de vomir. Donc, parfois, certaines phobies peuvent aussi mener à des troubles alimentaires. Donc, quelqu'un qui a la peur de vomir va moins manger, par exemple, par peur de trop manger puis de vomir ou quoi que ce soit. C'est les principaux, mais comme je dis, il peut y avoir différentes combinaisons. Une personne peut être touchée par différents troubles alimentaires aussi au cours de sa vie. C'est assez varié, donc on ne peut pas donner des critères ou quoi que ce soit parce que c'est hyper variable. Ça change vraiment pour chaque personne. Ouais. Un autre truc peut-être qu'on pourrait mentionner qui n'est pas de l'ordre alimentaire, mais qui est, pour plusieurs personnes, peut être lié directement aux troubles alimentaires, c'est la dysmorphophobie. Ouais. C'est vraiment quand on a une vision de soi-même qui n'est pas représentative de la réalité. Donc, une personne qui va se voir un peu déformée, si je peux dire, ou comme exagérer certaines choses de son corps ou quoi que ce soit. Par exemple, il y a plusieurs personnes qui souffrent d'anorexie qui vont toujours se voir comme étant beaucoup plus grosses qu'elles le sont. Même en étant très petite, en perdant du poids, l'image mentale va toujours rester la même et c'est pas du tout objectif comme image. La dysmorphophobie, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention, il faut pas confondre ça avec juste le fait de dire « Ah, aujourd'hui, je me sens gonflée ». C'est vraiment une manière de se percevoir, puis on se voit réellement comme ça, même si c'est pas le cas. Il faut dire aussi que la dysmorphophobie, il y a des personnes qui ont des variations de poids assez grandes qui peuvent en souffrir par la suite. Puis ça, on pourra en reparler aussi quand on va faire le live sur la grossophobie. Puis je crois qu'il y a quand même un parallèle à faire entre les deux, entre la grossophobie puis les troubles alimentaires, justement pour amener le côté des préjugés et tout. On va penser que la boulimie, c'est les personnes grosses et l'anorexie, c'est les personnes maigres. Exactement. Ça amène une forme de psychophobie médicale aussi parce que je sais que juste par rapport aux hospitalisations, les personnes qui ont des problèmes, si c'est des personnes qui ne sont pas maigres, qui ont des troubles alimentaires, ne se feront pas, par exemple, hospitaliser même si elles le souhaitent. Disons qu'au niveau des médecins, des professionnels de la santé, c'est quand même assez très difficile par rapport aux troubles alimentaires, surtout que, comme je disais, il y avait anorexie, boulimie, c'est les principaux, puis ils sont vraiment associés à des trucs précis par rapport aux professionnels. Donc, une personne qui est grosse, qui pourrait être touchée par l'anorexie, c'est-à-dire se priver complètement de nourriture tout le temps,
En même temps, l'hyperphagie est clairement liée à la grossophobie. On peut pas, parce que c'est le fait d'ingérer une grande quantité de nourriture. Déjà, le fait d'ingérer une grande quantité de nourriture, on associe ça au fait que c'est dégoûtant dans la société parce qu'on se dit qu'on va prendre du poids puis que c'est dégoûtant être gros ou blablabla. Déjà, on mélange la psychophobie et la grossophobie médicale chez les professionnels de la santé. Donc, déjà, quand on parle de troubles alimentaires qui inclut une grande ingestion de nourriture, il va avoir tout de suite, ça va embarquer dans une spirale de culpabilité. Le professionnel de la santé va souvent parler justement de, il faut faire attention à ce que tu manges, il faut que tu perdes du poids peut-être un peu si c'est une personne qui est plus grosse ou quoi que ce soit. Puis sinon, les personnes minces qui font de l'hyperphagie boulimique vont être invalidées complètement aussi parce qu'on va leur dire, c'est pas grave. Oui, t'as de quoi. T'es mince, il n'y a pas d'impact ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, on associe tout de suite le poids, l'apparence avec le trouble, alors qu'on ne devrait pas toujours... en fait, on ne devrait pas faire ça à la base. Pour les professionnels de la santé qui ont de la difficulté à diagnostiquer, honnêtement, les troubles alimentaires, je pense que si tu le sais, toi, que tu as ce trouble alimentaire-là, que tu te sens concerné par cette liste-là, il y a des possibilités de contacter tout de même des organismes ou de s'informer au côté plus de la santé mentale, même s'il n'y a pas eu un diagnostic officiel. Il y a une question hyper intéressante. Je souffre d'anorexie et j'ai peur d'être grosse. Est-ce que cela signifie que je suis grossophobe? C'est vraiment intéressant. C'est super intéressant comme question. D'en parler. Donc, à la base, la peur d'être grosse ou d'être gros, c'est de la grossophobie. Sauf que tout le monde est grossophobe. L'entièreté de la société et chaque individu dans cette société est grossophobe. On est conditionné depuis toujours à avoir peur de prendre du poids. Ouais. Il faut juste comprendre que oui, ça découle de ça. Par contre, quand on a l'anorexie qui vient avec les troubles alimentaires, clairement, cette peur-là d'être grosse, elle vient clairement aussi de la société, mais il y a un trouble de santé mentale. On peut pas juste parler, rendu là, de grossophobie. Comme par exemple, si une personne n'a aucun trouble alimentaire et elle parle toujours du fait qu'elle veut pas engraisser, prendre du poids, grossir ou blablabla, là, c'est vraiment une grossophobie qui est pas liée à un trouble de santé mentale, c'est différent. Ça veut pas dire que c'est justifié de faire preuve de grossophobie quand on a un trouble alimentaire, mais ce que je veux dire, c'est que le processus de déconstruction qu'on va vivre envers soi-même est complètement différent. Par exemple, moi, j'ai un parcours assez complexe par rapport à tout ça. J'ai été touchée par différents troubles alimentaires à différentes périodes de ma vie. J'ai aussi eu un poids fluctuant. J'ai eu une très grande perte de poids il y a 3 ans. Et c'était suite à un médicament que je prenais, un médicament que j'ai commencé à prendre. Donc, ça n'était pas une volonté pour moi de perdre du poids ou quoi que ce soit. J'étais grosse avant, j'étais grosse, mais j'avais beaucoup de privilèges parce que j'étais pas très, très, très grosse. Donc, j'étais grosse, mais pas trop grosse pour avoir le plus de grossophobie possible. Donc, je vivais de la grossophobie, mais pas autant que les personnes qui sont très grosses. Bref, j'ai passé de grosse à dans les normes minces en peu de temps. Donc, j'ai donc vécu vraiment un espèce de processus assez spécial par rapport à ça parce que j'ai un historique de troubles alimentaires assez varié, mais le fait de perdre beaucoup de poids et d'avoir des commentaires des gens, ça on va en parler aussi des commentaires des gens par rapport à l'apparence, ça m'a un peu fait dévier certains troubles alimentaires que je pouvais avoir et ça m'a créé la peur de reprendre du poids. Et ça, pour moi, ça m'a vraiment culpabilisé longtemps, cette peur de prendre du poids, parce que j'étais parfaitement consciente que ça découlait de la grossophobie. Après, je me disais, depuis que j'ai perdu du poids, même si c'était pas volontaire, je ne vis plus de grossophobie. Et c'est une oppression systémique, la grossophobie. Donc, c'est pas agréable de vivre de la grossophobie. Donc, je me sens mieux de ne plus vivre de grossophobie. Donc, clairement, il y a ça qui vient jouer. Donc, j'ai pas envie de revivre de la grossophobie. Mais en même temps, j'aimerais ça accepter le fait que, oui, c'est pas grave si je prends du poids. Puis, je veux dire, ça change absolument rien à ma beauté ou même à ma santé ou quoi que ce soit. Bref. Par contre, il faut vraiment comprendre que tout ça découle quand même de la grossophobie à la base, au départ. Mais de ce que la société nous fait vivre aussi. Exactement. Et de ce qu'elle renvoie aussi comme image, c'est-à-dire des corps normés, avec des formes bien placées, positionnées. Oui, selon les normes, là, les fameux sabliers. Selon les normes, le 8, etc. Donc, je rejoins ce que dit Maud sur l'anorexie, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de te taper sur la tête en disant du coup j'ai peur de grossir donc je suis grossophobe. Tout le monde est grossophobe. Ouais, l'important c'est d'arriver à mettre des mots dessus et d'essayer de se détacher un petit peu des raisons pour lesquelles toi
il y a quelque chose qui te dérange par rapport à ça. Mais... Déjà, c'est difficile d'accepter le fait, par exemple, que tout le monde est grossophobe ou que tout le monde est raciste, par exemple, parce qu'on est conditionné comme ça. Mais une fois qu'on s'est dit ça dans notre tête, c'est quand même beaucoup plus facile après ça de faire le cheminement plutôt que de se pointer du doigt, nous, seuls, moi, je suis grossophobe. Non, on est grossophobe, puis on peut travailler pour déconstruire ça. Oui, bien sûr. Déjà, il y a quand même une différence entre avoir de la grossophobie internalisée, donc envers soi-même puis envers les autres. Donc, on peut déjà commencer par déconstruire notre manière de parler par rapport à la grossophobie et les troubles alimentaires, ne pas juger l'apparence des gens, ne pas commenter le poids des gens. Donc ça, dans la façon dont on appréhende des personnes qui ont perdu du poids ou qui ont pris du poids, comment on l'aborde. Donc, il peut y avoir des troubles d'ordre alimentaire, il peut y avoir une maladie, il peut y avoir plein de choses, une prise de médicaments, enfin voilà, plein de choses. Et donc, il faut toujours faire attention aussi à ce qu'on va renvoyer à la personne. Et je parle notamment par rapport à l'entourage très proche, la famille notamment, qui prend rarement de pincettes par rapport à ça. Moi aussi, comme Maud, j'ai eu une fluctuation dans mon poids jusqu'à très récemment. Moi, j'étais toujours, par contre, sur les poids très très bas. J'ai été très maigre. J'ai eu des troubles d'anorexie. Et là, j'ai pris 20 kilos à cause d'une prise de médicaments. Et c'est vrai que le regard des gens change. Et le regard des gens change et ne se gêne pas pour vous le faire remarquer. C'est jamais la même connotation. Mais ça n'a jamais la même connotation. Moi, quand j'ai perdu du poids, on me félicitait et on me disait que j'étais belle. Ça sous-entendait presque que j'étais moins belle avant. Ouais. Puis toi, c'est le contraire, en fait. Quand je perdais énormément de poids et que j'étais très maigre, on m'a demandé si j'étais malade, si j'avais des problèmes. On m'a même demandé si j'avais un cancer. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que les gens croient qu'ils ont le droit, n'ont absolument aucun filtre. Ouais. Ça va, t'es malade, t'as pas un cancer, et t'es là et tu sais pas quoi dire. Surtout quand t'es touché par un trouble alimentaire, tellement de tabou, tu vas pas répondre « Ah, mais non, c'est mon trouble alimentaire. » Je veux dire, les gens, ils sont pas prêts à avoir cette information-là. On pourrait répondre ça, il y aurait aucun souci à répondre ça, mais on n'est pas à l'aise parce qu'on vit de la psychophobie puis il y a des préjugés et tout. C'est hyper intrusif. Donc c'est hyper intrusif, c'est hyper malaisant. Moi, je me sentais mal dans mon corps parce que je savais que j'avais perdu énormément de poids et que je voyais le regard des gens sur moi et que j'avais ma mère aussi qui me mettait la pression. Sur pire pour les personnes grosses qui vivent... C'est pas comparable. Qui vivent la discrimination à tous les niveaux. La grossophobie n'a pas son équivalent au niveau des personnes minces. Les personnes très minces et très maigres peuvent vivre des difficultés, mais tout ce qui se relie aux troubles alimentaires pour les personnes maigres, c'est de la psychophobie. C'est pas quelque chose en lien avec la maigreur. Exactement. Puisque la maigreur fait partie de la norme malgré tout. Exactement. C'est ça en fait, c'est que je trouvais ça intéressant parce que personnellement, j'ai perdu beaucoup de poids. On s'est jamais inquiété puisque que je puisse être malade. Au contraire, c'était plutôt donne-moi le nom de ton régime. Voilà. Donc, ça, c'est moi ce que j'ai vécu en fait. C'est ce qu'a vécu Maud, effectivement. Parce qu'en fait, elle n'a jamais été grosse. Non, moi j'ai toujours, c'est ce que j'ai dit, moi j'ai toujours été dans les poids les plus bas. Moi je perdais 2 kilos, ça se voyait. Donc effectivement, c'est ce qui faisait que les gens pensaient que j'étais malade. Ouais. Et effectivement, j'avais un trouble. Oui, mais les gens pensaient pas du tout à ça. Hein. Les gens pensaient à une maladie physique, en fait. Puis surtout, si tu avais commencé à parler d'un trouble alimentaire, il y aurait eu un malaise et les gens n'auraient pas voulu poursuivre la conversation. Oui, c'est sûr. Parce que les gens sont hyper intrusifs par rapport à ça. Donc, peu importe la prise, la perte de poids ou quoi que ce soit, il faut pas commenter l'apparence des gens, en fait. Et le regard des gens, quand on a une fluctuation de poids, il est horrible. Mm-hmm. Voilà, il est juste horrible, il est atroce. Parce qu'on se sent obligé de se justifier d'avoir pris ou d'avoir perdu du poids, quoi. Et ça, il faudrait juste arrêter, même si parfois on peut le faire de façon bienveillante. Pas savoir comment la personne en face le vit. Donc c'est pour ça que tant que la personne en face ne l'aborde pas, il ne faut pas en parler juste. Vraiment. Sauf si on sent que la personne en face est en détresse et a envie d'en parler. C'est déjà souvent difficile à vivre, donc... Complètement. Juste le fait que moi, justement, j'ai passé de grosse à dans les normes, c'est-à-dire mince, tout de suite, c'était tout le temps très positif de la part des gens. Donc, waouh, t'es belle, ça te fait bien. En fait, le problème, c'est que les gens te donnent plein de compliments soudainement. Donc là, toi, t'es comme... pas à l'aise avec le fait de recevoir des compliments que tu recevais pas avant, ça te fait vraiment sentir comme si avant tu étais moins belle, moins bien et tout. Que les gens croient que c'est un compliment, alors que ce n'est pas du tout un compliment. Ça m'a créé une évolution dans mes troubles alimentaires, en fait. Je me suis mis à me sentir très concernée par ça, par le fait de reprendre du poids et le regard des gens par rapport à ça
avoir perdu du poids, avoir repris du poids, ayant un historique de troubles alimentaires, justement d'hyperphagie, boulimie, orthorexie. J'ai aussi une grosse période où justement je ne mangeais pas du tout, je me privais complètement et j'étais grosse dans cette période-là. Les médecins, parfois, ont tendance à déconsidérer des personnes grosses qui pourraient avoir des troubles anorexiques. Parce que, moi, ça m'est arrivé, complètement. Quand j'en ai parlé à mon médecin traitant de l'époque, je mentionnais justement que je mangeais pas puis que je me privais ou quoi que ce soit. Déjà, ça a été difficile à mentionner parce que je le voyais déjà qu'elle avait comme pris pour acquis que je mangeais vraiment beaucoup parce que j'étais grosse. Grosse ou mince, peu importe. J'ai jamais mangé des grosses quantités de nourriture, sauf pendant des crises d'hyperphagie que j'ai eues pendant une période. Mais ma médecin m'avait quasiment dit, faites une allusion au fait que ça allait me faire du bien, en fait, de maigrir en me privant de nourriture. Des fois, on est tellement focus sur l'apparence, sur le poids, qu'on oublie complètement la santé, parce que c'est pas vrai que la santé égale la minceur. Mais pas du tout. Non. Une personne qui dit, ce qui découle de ça, pour mon exemple, c'est mes amis qui me demandent toujours si elles ont pris du poids ou non, de manière très fréquente, pour que je commente leur corps. Ben, je pense que c'est déjà arrivé à beaucoup de personnes. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me demande ça, de commenter le poids, l'apparence des gens ou quoi que ce soit. Mais toujours dans une position délicate, quand tu es consciente que tu veux pas faire ça. Donc, je pense que quand ça arrive, des choses comme ça, c'est d'essayer de sensibiliser les personnes, sur la grossophobie. Si vous n'êtes pas concerné par la grossophobie directement, mais que vous êtes concerné par des troubles alimentaires et que vous trouvez ça vraiment difficile de parler de troubles alimentaires et de vous ouvrir sur ça, peut-être que la première porte d'entrée pour sensibiliser vos amis, vos proches, tout ça, c'est de parler de la grossophobie et de commenter le poids, l'apparence des gens. Vous n'êtes pas obligé de parler de votre situation personnelle tout de suite. Vous pouvez juste dire par rapport aux personnes en général. Des fois, ça aide à faire le parallèle, puis ça aide pour que les personnes comprennent. Juste le fait d'utiliser l'expression, par exemple, je me sens grosse aujourd'hui. Grosse, c'est pas un ressenti, c'est un état physique. Donc, on ne peut pas se sentir grosse, on peut se sentir gonflé. On peut être enflé, ça arrive qu'on est enflé. Mais le fait d'utiliser le mot grosse, ça vient comme le rendre hyper négatif. Et ça peut être super difficile quand on a un trouble alimentaire aussi. On se conditionne toujours, en fait, à associer certains poids, certaines apparences à des choses négatives. Ça devient encore plus être difficile psychologiquement après ça pour savoir un peu comment on se sent par rapport à tout ça. Il y a des personnes qui vont naturellement être très, très maigres et ne pas avoir de troubles alimentaires. Si toi, tu sais que tu es concerné par ça, que tu en parles à ton médecin et que ton médecin te dit que ton poids est normal. Ou banalise ce que tu ressens. Il n'y a pas de poids normal ou anormal. Non. Si toi, tu as l'impression que tu as besoin d'aide et ton médecin t'en donne pas, oui, effectivement, change de médecin si vraiment tu as ce besoin-là. Juste pour toutes les personnes qui sont à Québec, il y a la maison L'Éclaircie qui est super par rapport aux troubles alimentaires. Et si je me trompe pas, vous n'avez pas besoin d'avoir de référence de médecin ou quoi que ce soit, vous pouvez les contacter pour obtenir de l'aide. Il y a des suivis individuels et en groupe qui sont vraiment bien pour les troubles alimentaires. Est-ce qu'une personne mince peut être victime de body shaming? Les personnes minces ne peuvent pas être victimes d'oppression systémique en lien avec leur apparence et leur poids. Déjà, le terme body shaming a été détourné de fat shaming. Et il y a aussi eu un terme qui est sorti par la suite de thin shaming, donc la minsophobie, si on veut. La minsophobie n'existe pas. Au même titre que le racisme envers les personnes blanches n'existe pas. L'hétérophobie n'existe pas. Donc, quand on est dans la norme, on ne vivra pas d'oppression systémique. Une personne mince peut recevoir des commentaires ou avoir des trucs désagréables, sauf que ce sera jamais un vécu qui va être vécu par toutes les personnes minces. Donc, c'est pas général. Il ne s'agit pas de minimiser ce que vit la personne dans sa douleur, parce que moi, je l'ai vécu, j'ai souffert de ça. C'est pas du body shaming, au même titre que ce que peuvent vivre les personnes grosses dans la société, qui sont complètement dénigrées de par leur et qui n'ont pas les mêmes droits. Et qui n'ont en plus pas les mêmes droits. Pas les mêmes accès. Qu'une personne mince. Oui, puis encore une fois, c'est vraiment important de préciser que les personnes qui ont des troubles alimentaires et qui sont minces, ça ne va pas être de la minsophobie qu'elles vont vivre, mais bien de la psychophobie. Très souvent, les commentaires qui vont avoir lien avec les personnes maigres, on va traiter une personne d'anorexique, justement. Mais c'est de la psychophobie, en fait. C'est pas de la minsophobie. La minsophobie n'existe pas, je répète. Exactement. Les personnes grosses vont vivre des choses difficiles dans leur vie parce qu'elles vont être discriminées à tous les niveaux, en tout temps. Alors que les personnes minces ne seront pas discriminées à tous les niveaux en tout temps parce qu'elles sont minces. Question. Il y a des aliments que j'aime un peu, mais j'ai du mal à les avaler et à les supporter dans ma bouche. Est-ce normal? Ben, on n'est pas des professionnels de la santé. Par contre, dès que tu ressens un inconfort, peu importe c'est pour qui écoute le live, si vous ressentez un certain inconfort ou qu'il y a un impact sur votre vie, peu importe ce que c'est, ça peut être super
important d'en parler à une personne, justement, un professionnel de la santé. Je pense sincèrement que si vous en parlez à un médecin traitant général, ils vont peut-être pas pouvoir vous aider, mais si vous êtes capable d'aller peut-être vous informer plus avec des personnes parce que là, dans les troubles alimentaires... de ce qu'on lit, si vraiment t'as un gros inconfort et que ça commence à impacter ton quotidien, si vraiment ça commence à impacter réellement ton quotidien, mais pour tout, hein, à partir du moment où ça impacte votre quotidien, il faut consulter. Hein. C'est pas parce qu'un ou une professionnelle de la santé vous dit non, il n'y a pas de souci, blablabla, ça veut pas dire que c'est la réalité, dans le sens que c'est des sujets qui sont pas... les professionnels de la santé n'ont pas encore toutes les ressources et les informations, sont pas nécessairement sensibilisés sur les troubles alimentaires ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment important d'écouter aussi ce que vous ressentez, ce que vous vivez ou quoi que ce soit. Donc, s'il y a un problème ou quoi que ce soit, vous vous sentez mal par rapport à une situation où il y a un impact sur votre vie, ça peut vraiment être pertinent d'aller chercher du soutien ou quoi que ce soit. Et je vois qu'il y a une personne qui dit qu'elle a peur d'aller chercher de l'aide. C'est normal d'avoir peur d'aller chercher de l'aide. Pratiquement toutes les personnes qui ont des troubles de santé mentale ressentent ça, clairement, à cause de la psychophobie, justement. C'est vrai que ça peut être stressant et difficile. Par contre, une fois qu'on en parle, déjà, juste le fait d'en parler avec quelqu'un qui va pas nous juger, pas forcément un professionnel d'ailleurs, hein. Ça peut être quelqu'un de votre entourage. Déjà, commencer à en parler, ça peut être bien. Ouais. Bien sûr. Puis quand on trouve un ou une professionnelle, puis qu'on peut en parler, ça enlève quand même une grosse pression sur les épaules. Quand on est capable d'un peu sortir tout ça, on se sent moins mais c'est pas toujours évident. Enfin, voilà, les troubles alimentaires, c'est quelque chose d'hyper tabou, vraiment, dans la société. C'est quelque chose qu'on a tendance à cacher. Pour moi, c'était la chose la plus difficile qui m'a été donnée. Même à un professionnel, ça a été hyper difficile de l'avouer, quoi. Et c'est vrai que je l'ai toujours caché et je l'ai toujours vécu en solo. Donc, mais comme beaucoup de personnes qui ont des troubles alimentaires, c'est quelque chose d'hyper intime, d'hyper violent à la fois et dont on a honte. Donc, parce qu'on a toujours la peur d'être jugé. Puis on évite les situations sociales aussi. On évite les situations sociales où il y a de la nourriture. Enfin voilà, il y a plein de situations qui sont très compliquées à vivre. C'est vrai qu'en parler, c'est hyper compliqué, ça. Mais il faut le faire à partir du moment où... moi, je sais que je l'ai fait à partir du moment où je me suis sentie en danger. Voilà. Et puis on n'est pas obligé d'attendre jusque-là. Et on n'est pas obligé d'attendre jusque-là. Si on a l'occasion de le faire et qu'on peut le faire, faut pas hésiter, quoi. Des fois, si vous n'avez pas accès à des professionnels de la santé, si vous trouvez justement des ressources en ligne... ouais, il y a plein de ressources. Il peut y avoir des forums, il peut y avoir des groupes. Enfin, restez pas seul avec ça, en tout cas. Les lignes d'écoute aussi, ça peut être vraiment bien. Moindrement, si vous ressentez un inconfort, peu importe à qui vous parlez, professionnel de la santé, ligne d'écoute ou quoi que ce soit, les personnes ne devraient pas vous faire sentir coupable ou inconfortable par rapport à tout ça. Il faut pas prendre tout ça non plus pour la vérité absolue ou quoi que ce soit. Des fois, les gens sont pas sensibilisés sur ça. Donc... Comment aider une amie ayant une morphologie très mince, qui oublie de manger, qui ne ressent pas la faim? Ma première question, c'est est-ce que cette amie-là... demande de l'aide et demande de l'aide, c'est ça. N'imposez rien, n'imposez pas ni une prise de nourriture, ni un retrait de nourriture, surtout si vous êtes en contact avec des personnes qui souffrent de ces troubles-là. Surtout n'imposez rien. Discutez, voyez où la personne a besoin d'aide. Ouais. Mais n'imposez rien. Si ton ami demande de l'aide, clairement, oui, je crois que la meilleure chose à faire dans ces situations-là, ce serait surtout de voir avec elle, en fait, c'est quoi les soucis sur son quotidien, qu'est-ce qu'elle attendrait de toi, en fait, qu'est-ce qu'elle voudrait que tu fasses. Ouais, c'est ça. Parce que je crois que la meilleure chose que tu pourrais faire, comme c'est pas toi qui vis directement avec cette situation-là, ça serait peut-être d'essayer, toi, de ton côté, de lui présenter les ressources ou faire les démarches avec. Des fois, ça peut vraiment aider parce que quand c'est nous-mêmes, on est touché par un truc, c'est très difficile de faire des démarches. C'est une montagne, ouais. Exactement. Tu peux lui proposer des ressources si jamais tu as trouvé des choses qui te semblaient safe, bienveillantes et qui pourraient l'aider, de lui proposer des choses, mais ce sera toujours à elle de décider par contre. Ouais, exactement. Si elle a envie de faire la démarche ou pas. Et à toi de l'accompagner et à toi de la soutenir dans cette démarche-là. Ouais, exactement. Puis par la suite, je crois que le mieux, c'est quand on se sent pas outillé par quelque chose, c'est de poser des questions à la personne. Bien sûr. Mais pas des trucs hyper intrusifs, mais plus dans le sens de qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour t'aider? De quelle manière tu veux que je sois là pour toi? Des trucs comme ça, juste pour comprendre c'est quel rôle que la personne veut que tu aies dans sa vie par rapport à tout ça. Parce que des fois, les gens, sans avoir de mauvaises intentions, vont penser qu'il faut imposer quelque chose ou prendre des décisions ou quoi que ce soit. Les gens les plus proches de nous, les plus intimes, sont souvent les gens avec qui c'est le plus compliqué. Il n'y a pas de filtre et puis surtout, il y a une telle volonté de
de t'aider ou de te protéger, que parfois c'est très très maladroit. Ça va pas du tout dans le sens que tu voudrais que ça aille, quoi. Oui. Professionnels de la santé, c'est des personnes neutres. Ce sont des personnes neutres qui connaissent un petit peu normalement leur travail et qui justement ne vont pas émettre un jugement de valeur. Par exemple, les parents souvent vont être particulièrement difficiles par rapport aux troubles alimentaires parce qu'ils vont penser... Ils vont penser avec leur tête de parents qui veulent le bien-être de l'enfant, donc de le protéger, mais tout ça va venir des normes de la société, donc de pas être trop gros, de pas être trop maigre, un peu une espèce de volonté de contrôler tout ça. À la base, pour tout ça, peu importe le trouble de santé mentale, c'est vraiment de ne rien imposer à la personne, puis de toujours lui demander qu'est-ce qu'on peut faire. Surtout ne rien imposer, quoi. Ça peut nous faire sentir incompétents, comme si on n'était pas capable de le faire par nous-mêmes, comme si la personne pensait qu'on était inapte à quoi que ce soit. Quand on est en dépression, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui va nous dire « Bon allez, bouge-toi les fesses un peu, voilà, force-toi, faudrait que tu mettes du tien un petit peu, là. » Ça n'a aucun lien avec la volonté. Ce n'est pas un choix. C'est des vrais troubles de santé. C'est pas de la volonté, quoi. C'est des vrais troubles de santé. Ou de la mauvaise volonté. C'est possible d'être en rémission de troubles alimentaires, juste pour le préciser. C'est possible on peut s'en sortir, d'avoir une situation où ça va beaucoup mieux. Donc on arrête là. Merci beaucoup de nous avoir suivis encore aujourd'hui. Voilà, bisous. Bye.